intervention va se situer sur cette problématique des mines au Sénégal, non pas sous l'angle critiquer ce qui se fait actuellement ou ce qui s'est fait avant, non. Évidemment, on va en faire le bilan très rapidement, mais c'est surtout pour dire à quelle étape on est par rapport à cette mine qu'on a au niveau de la Falémé. Et si on veut dépasser effectivement le stade de regarder cette Falémé-là au-dessus de nous à Kédougou, où pratiquement beaucoup de gens chez nous, dans leur enfance, ont tourné autour de ce monde de la Falémé, je ne l'appelle même pas montagne. Si on veut un jour pouvoir l'exploiter, il va falloir qu'on réfléchisse un peu. Alors réfléchir, c'est de dire qu'est-ce qui a été fait depuis, ce qui est proposé actuellement par le gouvernement, est-ce que ça tient la route, et ce que nous proposons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire être dans une logique prospective, de dire nos ressources sont là, qu'est-ce qu'on en fait. Il ne s'agit pas de dire tant que je ne suis pas au pouvoir, c'est le déluge. Il s'agit de dire voilà notre réflexion là-dessus. Si les gouvernants actuels veulent le prendre en charge, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas, ben, c'est tant pis. On continue dans nos idées tant qu'on ne nous a pas démontré qu'elles sont fausses. Alors, la Falémé, c'est ce que vous voyez là au fond. Donc depuis 1935, on sait que dans cette Falémé, ça se trouve au sud-est du Sénégal, à la frontière de la Guinée-Conakry et du Mali. On a presque au niveau de ces deux pays frontaliers. Et là-bas, on sait que notre sous-sol est très riche parce qu'en dehors de la Falémé, au niveau minerai de fer, on a de l'or à Kédougou, on a pas mal de choses, etc. là-bas, mais ce n'est pas l'objet du débat. Alors, aujourd'hui donc, la problématique, c'est de dire, est-ce que nos minerais, c'est un fardeau pour le Sénégal ? Si c'est un fardeau pour le Sénégal, quelles sont les perspectives ? Quelles sont les pistes aujourd'hui pour dépasser ça? Et en même temps, quelles sont les solutions? Alors, nous avançons, nous, une solution, le patriotisme économique. Ça vaut ce que ça vaut, mais on l'expliquera tout à l'heure. Alors, les minerais de fer du Sénégal, un fardeau ou la faillite des politiques menées de 2000 à nos jours. Alors, voici les minerais de fer de la Falémé. Alors, ces minerais ont l'avantage de se faire à ciel ouvert. Ça veut dire que c'est déjà plus facile technologiquement de pouvoir exploiter cette mine parce qu'on n'a pas besoin de creuser en souterrain, etc. Ça se fait à ciel ouvert. Alors, le premier problème qui se pose au niveau de cette mine, c'est qu'on a réellement une absence d'infrastructure au Sénégal. Je pense que tous les débats ont démontré que sans infrastructure, on ne peut rien développer au niveau des ressources. On ne peut même pas transformer nos matières premières parce qu'il faut se déplacer, etc. Il faut transporter nos matières premières vers un lieu A, vers un lieu B. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y aura rien. Donc, pareil pour les ressources. Si on veut les exploiter, il nous faut des infrastructures. Alors, ces infrastructures au niveau du Sénégal, ça se situe en 4 points. Le premier point, c'est l'unité sidérurgique. On n'a pas d'unité sidérurgique. Et ça, c'est très important parce que si aujourd'hui on parle de minerai de fer, ça veut dire qu'on veut non seulement l'extraire. Alors, 2 options. On l'extrait, on le transporte dans un port minéralier et on l'envoie en Europe ou ailleurs où il y a des usines sidérurgiques et on transforme ce minerai de fer en acier. Ou bien, on développe ça, c'est-à-dire on récupère notre minerai de fer et en même temps, on le transforme sur place. Alors, le transformer sur place, la problématique, c'est l'usine sidérurgique. Alors, voilà un peu, c'est une idée de ce qui peut se passer au niveau de la sous-région, notamment au niveau de la Falémé, ce qu'on pourrait faire pour pouvoir réellement l'exploiter. À ciel ouvert, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors qu'actuellement, on a ça. Alors, on est dans la préhistoire, évidemment. Si on veut développer notre pays et l'industrialiser, il va falloir dépasser ce principe de sac où on met les minerais, etc. et aller dans quelque chose de beaucoup plus productif. Il nous faut un réseau ferroviaire parce que la zone de la Falémé, c'est une zone presque enclavée et il faut à peu près le long du chemin de fer au niveau de Tambacounda et après de Tambacounda l'amener jusqu'au port minéralier dont on verra le lieu tout à l'heure qui se trouve à Bargny. Mais ça, pour le faire, il faut non seulement réaliser le petit tronçon qui manque de 350 km, mais en plus, il faut rigidifier nos rails pour que ça puisse contenir effectivement ce fameux minerai de fer qu'on va déplacer de la Falémé jusqu'à Bargny. Alors, ça vous donne un peu ça, que je vous mets en croix, l'idée des 750 km à faire, dont 350 à construire et 400 à consolider. Il nous faut un port minéralier. Depuis
le BOM, le bureau de méthode, ça avait déjà été pensé qu'il fallait un port minéralier. Ça n'a pas été, c'est pas les libéraux qui nous ont amené cette idée, c'est pas aussi Macky Sall. Ça, c'était prévu depuis longtemps qu'il fallait un port minéralier. Donc sur 480 hectares, les gens avaient prévu de le faire, notamment à Bargny, mais malheureusement, ce n'était pas encore fait. Alors voilà l'espace qui était prévu pour faire ce fameux port. Et donc ce port, il se trouve au niveau de Bargny, Sendou-Bargny plus exactement. Alors ce port, rien que pour le mettre en place, ça nous coûte la bagatelle de 560 millions de dollars. 560 millions de dollars quand on sait que ça va nous faire à peu près, je ne sais plus combien de milliards, plus de 600 milliards. Donc ce n'est pas facile, mais c'est un projet qui a été mis en œuvre depuis 2017. Normalement, on devrait le récupérer. Il est fait en 2 phases. La première phase pour pouvoir récupérer les mines et tout de suite le transporter. La deuxième phase, c'est pour pouvoir l'élargir au phosphate et à toutes les formes d'énergie minière qu'on peut récupérer pour pouvoir l'envoyer. Alors, vous voyez très bien que quand je vous expose ces 3 points-là, l'usine sidérurgique, le réseau ferroviaire, le port minéralier, ce n'est pas donné. Donc, on a un problème nécessairement de coût des infrastructures. Alors, quelle est la problématique de nos mines ? Et de toutes mines d'ailleurs, dans la sous-région, que ce soit en Sierra Leone, que ce soit au Libéria, que ce soit partout dans la sous-région, c'est le véritable problème. Le véritable problème, c'est de trouver des partenaires qui sont capables de piloter, de financer l'intégralité du projet. Piloter, c'est-à-dire partir de la mine jusqu'au port minéralier, le financer parce que assumer les coûts d'infrastructure. Alors les partenaires devront gérer la mine, l'aspect ferroviaire, l'aspect minéralier, l'aspect sidérurgique. Quand un des éléments manque, aucun partenaire ne vient. Personne ne vient investir pour nos beaux yeux et investir à perte. Ça, c'est évident. Alors, cette mine devrait pouvoir produire entre 10 et 25 millions de tonnes par an. On dit 10 parce que c'est le minimum, vu ce qu'on peut avoir au niveau de cette mine de la Falémé, qui comporte à peu près 750 millions de tonnes évaluées. Mais on considère qu'on peut aller entre 10 et 25. Et pourquoi c'est important de considérer ça ? Parce que quand les investisseurs viennent mettre leur argent, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont rentrer dans leur investissement. Si c'est au-delà de 25 ans, ça ne les intéresse pas. Si vous leur permettez de récupérer leur argent dans un temps relativement cohérent entre 10 et 25 ans, à raison de 25 millions de tonnes par an, ils acceptent d'y aller. Alors, 1975, les premières tentatives de valorisation du gisement, beaucoup d'études, beaucoup d'histoires de on peut faire comme ça, on va faire comme ça, on va créer une structure qui va le gérer, etc., etc. Mais réellement, on n'avait pas trop avancé. On a avancé à partir des années 2000, où il y a eu une première société sud-africaine qui s'appelle Litos, qui était venue là-bas, mais qui n'avait pas les reins solides pour mettre en place les infrastructures. Alors, en 2004, cette société est chassée. On lui enlève le contrat et on le donne à une autre société sud-africaine qui s'appelle Kumba Resources. Et pratiquement, Macky Sall, à l'époque, venait de quitter la problématique comment on appelle ça, Petrosen, pour s'occuper des mines, des ministres des mines. Après, il l'a laissé à l'autre ministre, Madi Kenya. Et Madi Kenya, qui a signé effectivement le contrat avec Kumba Resources en 2004. Et on l'a donné à cette société sud-africaine, moyennant qu'il exploite sans mettre en place les structures, les infrastructures dont on avait besoin. Donc ils viennent avec un investissement de 6 millions de dollars, excusez-moi, ils viennent avec 6 millions de dollars qu'ils nous présentent. C'est pour ça d'ailleurs plus tard, quand on va être condamné par la justice internationale, on va leur payer 70 millions de dollars, c'est-à-dire 10 fois plus, parce qu'on leur a repris cette concession de façon illégale. Et donc, ils commencent à travailler en 2004. Et en 2004, en 2005, juste un an après, ils ont investi 20 millions de dollars pour mettre en place la structure qui travaille. Et en janvier 2006 et février 2006, ils sortent 12 tonnes de minerai de fer. Mais évidemment, comme ils n'ont pas les infrastructures, pour les acheminer et tout ça, ça pose beaucoup de problèmes. Mais c'est une société courageuse qui avait accepté de faire le jeu pour exploiter nos mines. Ce qui est malheureux
pour l'État du Sénégal, c'est qu'au même moment où il donne cette concession à Kumba Ressources, derrière, il est en train de mener des discussions avec ArcelorMittal pour lui donner effectivement les mines du gouvernement du Sénégal de l'époque. Parce qu'au même moment où il donne ça à Kumba Ressources, ils sont en train de négocier avec ArcelorMittal pour l'exploitation des minerais de fer La Falémé. Alors, Arcelor vient, il dit, moi, je vous prends la mine, je vous mets en place les infrastructures, je vous mets en place le chemin de fer et je participe à la réalisation du port minéralier. Donc, tout de suite, qu'ont fait le gouvernement de l'époque, c'est de dire à Kumba Ressources, écoute, c'est bon, on arrête. Alors, comme ça, de façon très sauvage, ils ont arrêté Kumba Ressources le 30 décembre 2005. Alors que voilà une société qui était venue, qui a signé un contrat légalement et qui commençait à travailler. Et le gouvernement de Wade à l'époque dit non, non, là, nos intérêts sont là, allez vous dégager tout de suite. Et ils les ont fait partir le 30 décembre. Madi Kenya leur a montré, leur a envoyé une lettre comme quoi on arrêtait effectivement le contrat avec eux de façon illégale, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire en tant qu'État sénégalais, mais on l'a quand même fait. On s'est comporté comme des voyous de cette concession. Ben oui, c'est le terme qu'il faut employer. Alors, pendant ce temps, ArcelorMittal récupère effectivement les mines de La Falémé. Alors, la question, c'est pourquoi ArcelorMittal a voulu prendre les minerais de fer La Falémé. C'est pas venu comme ça, c'est pas parce qu'il aime les Sénégalais, c'est pas parce qu'il trouve que le climat est bon et autres, etc. C'est qu'il avait trois raisons fondamentales. La première, il faut se rappeler que ArcelorMittal, c'est un leader de l'acier. C'est-à-dire, lui, son métier, c'est pas aller dans les mines récupérer, faire des extractions du minerai de fer. Lui, son métier, c'est vous m'emmenez le minerai de fer, je le transforme en acier. J'achète les minerais de fer et je transforme en acier. Mais là, quand il a vu qu'effectivement, il y avait possibilité d'avoir 750 millions de tonnes, il avait besoin de minerais de fer, il s'est battu pour avoir le contrat. Et donc, la première raison, c'est que les gens qui approvisionnaient ArcelorMittal ont augmenté leur prix au niveau du minerai de fer. C'est-à-dire un minerai de fer qu'il avait à peu près aux alentours de 80 ou 100 dollars la tonne, les gens lui vendaient ça à 180 voire 200 dollars la tonne à l'époque. Or, comme lui, il avait des aciéries qui devaient fonctionner, et il venait d'avoir ici en France une aciérie qu'il a récupérée, on a vu comment ça s'est terminé, donc il lui fallait absolument d'être approvisionné en minerai. Ça, c'est la première chose. Donc, il était asphyxié par les trois géants mondiaux et en même temps, il avait besoin de l'approvisionnement de son aciérie en France et en Inde, parce qu'il avait une nouvelle aciérie, une sidérurgie en Inde qu'il avait mis en place aux alentours de 2003 et ça lui avait coûté beaucoup d'argent. Et s'il n'a pas de minerai de fer pour faire fonctionner effectivement cette structure, ben, il allait être mal. Donc il a fait l'Eldorado pour aller récupérer un peu partout des minerais de fer. Et donc il a accepté de nous proposer un programme mirobolant pour récupérer notre minerai de fer. Donc le projet de ArcelorMittal, c'est 2 milliards de dollars, 2,2 milliards de dollars. Donc c'était pas rien. Et donc c'était prévu pour qu'il commence l'exploitation en 2011 parce qu'il y avait les infrastructures à mettre en place. Et en même temps, ça devait rapporter au Sénégal quelque chose comme 72 milliards de francs CFA par an. Alors, l'exploitation devait se faire en 4 zones, la construction du port minéralier, l'infrastructure du chemin de fer, 320 km plus 430 comme je vous avais dit, et puis 4 000 emplois directs plus 12 000 emplois indirects. Alors, 2009, patatras, le projet tombe à l'eau. C'est lui-même, ArcelorMittal, qui dit « Moi, cette fois-ci, je jette l'éponge, je ne pars plus ». Alors, évidemment, lui, il essaye de se protéger par rapport aux tribunaux internationaux. Il dit que ce que vous m'avez dit sur le fer, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir 750 millions de tonnes. On a beaucoup moins. On a quelque chose comme 500 millions de tonnes. Et en même temps, la qualité du fer n'est pas de 60% de teneur, mais il est de l'ordre de 40%. Donc, il utilise cet argument pour, en réalité, cacher quoi? Il cache, en fait, le fait que le cours de la bourse au niveau du minerai de fer avait chuté. Il est passé de 120 dollars à pratiquement 30 dollars dans cette période. Donc, quand un coût quitte 120 dollars la tonne pour tomber à 30 dollars la tonne, ce n'est plus rentable d'investir 2 milliards de dollars au Sénégal. Ce n'est plus rentable. Et donc, il a dit, je préfère prendre le risque d'être condamné, de payer ce que j'ai à payer, mais en tout cas, j'arrête tout de suite mon risque financier avec le Sénégal. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il avait beaucoup de problèmes d'argent. Il avait une situation financière très tendue au niveau de son groupe. Ensuite,
Là, il y a le cours qui vous montre que le cours de la bourse, par exemple, vous voyez très bien, en décembre 2008, le commence à chuter jusqu'à peu près 30 $ à peu près la tonne au niveau du prix de la tonne de fer. Alors, les investissements qu'on nous a promis n'ont jamais eu lieu. Patatras, on se retrouve encore à la case départ. C'est-à-dire que ces minerais de fer, la Falémé, en fait, aucun gouvernement n'a réussi à les gérer à ce jour. À chaque fois qu'on a un projet, ça tombe à l'eau. Alors, donc, ArcelorMittal, alors que c'était un de ses arguments, quand il avait signé avec nous, pourquoi il avait absolument besoin de nous? Parce que au niveau du Libéria, la mine de Yekepa, le nouveau gouvernement lui avait bloqué effectivement la concession. Et donc, lui, pareil, il a fait comme le Sénégal. Il a arrêté avec nous en 2009. Il a négocié en douce avec le Libéria pour récupérer la mine de YPK. Et là-bas, l'avantage de l'YPK par rapport au Sénégal, c'est que les infrastructures existaient déjà. Donc, il nous a quittés. Il est allé là-bas pour récupérer le minerai de fer dont il avait besoin. Et il nous a laissé avec notre Falémé. Donc, en 2009, il fallait s'y attendre. Kumba Ressources nous emmène effectivement en justice. Et donc, on doit effectivement payer des intérêts à Kumba Ressources. Le Sénégal aussi porte plainte à ArcelorMittal pour pouvoir s'y retrouver. Première chose, 2010, on est condamné. On est condamné par le tribunal international du commerce pour payer 80 millions de $, c'est-à-dire 10 fois plus que le montant du projet initial à Kumba Ressources. Ensuite, nous, on traîne en justice ArcelorMittal en 2010. En 2013, ArcelorMittal perd la concession parce que dès lors qu'il a la concession, il y a toute une tractation judiciaire pour retrouver. Donc en 2013, Macky Sall, quand il est venu en 2012, il a continué le dossier qui était démarré avec effectivement ses prédécesseurs, avec le gouvernement précédent, pour pouvoir récupérer la mine. Donc la première chose, en 2013, il récupère la mine. En 2014, c'est ça qui est un peu grave, enfin grave, bizarre, il fait un accord à l'amiable avec ArcelorMittal. ArcelorMittal est traîné en justice par le gouvernement précédent pour nous payer quelque chose comme 5 milliards de $. 1 milliard de $, n'oubliez pas, c'est 600 milliards de francs CFA à peu près. 5 milliards de $, c'était le préjudice que tous les cabinets d'avocats disaient que ArcelorMittal devait payer. Et quand Macky Sall vient au pouvoir, il négocie avec ArcelorMittal directement en jetant tous les avocats du gouvernement précédent et il négocie gré à gré avec eux. Il négocie 150 millions de $. Là où on devait toucher 5 milliards de $, il négocie 150 millions de $. Sachant que sur les 150 millions, il faut payer 80 millions à Kumba Ressources. Et nous, on a été pour essayer de voir c'était quoi le contenu de ces accords. On ne peut pas les avoir. Parce que compte tenu que c'est deux personnes qui se mettent d'accord pour signer un accord, la justice n'a plus rien à y voir, ils n'ont plus rien à produire. Alors, c'est quand même un grand problème qu'il va falloir qu'on gère un jour avec ce gouvernement-là. C'est comment ils ont pu négocier simplement les dédommagements du Sénégal avec 150 millions de $, sur lesquels on paye 80 millions de $ à Kumba Ressources et on récupère une partie. Alors, il faut quand même dire qu'il y a 50 millions de $ qui sont évalués en termes d'études et que Arcelor nous a laissés sur les minerais de la Falémé. Donc là, c'était les fameuses sommes dérisoires de 5 milliards de $ qu'on attendait. Donc, ça, c'est une débâcle des politiques, parce que ça veut dire qu'en 2014, 2015, on est au même point de départ pratiquement qu'en 1935, en dehors de quelques avancées. Alors, on a récupéré nos 150 millions et puis plein de regrets, avec une situation qui n'est pas du tout bonne, c'est-à-dire que le cours de la bourse au niveau du minerai de fer est très bas. Ça veut dire que tu ne trouveras pas de partenaire. Ça, c'était encore le deuxième préjudice qu'on reçoit. C'est-à-dire que ArcelorMittal nous quitte, on le bat au niveau du tribunal international, et cette période-là, personne ne viendra parce que le coût du fer est très bas, du minerai de fer est très bas, et en même temps, pour couler, parce que c'est ça le problème, pour couler toute possibilité d'extraction de minerai de fer, la Chine baisse ses prix. L'Australie baisse ses prix, le Brésil baisse ses prix, qui sont les plus gros producteurs de minerais de fer dans le monde. Quand ils baissent les prix,
ils foutent tout le monde à plat parce que personne ne peut investir, parce que le prix de la tonne de minerai de fer est trop bas. Donc ce contexte n'est pas du tout favorable à un développement de nos minerais de fer. Il a fallu attendre 2017 pour pouvoir enfin voir des candidats pour essayer de voir comment on peut récupérer notre minerai de fer, parce que là, le cours de la bourse est remonté à peu près entre 70 et 40 $ la tonne. Donc là, l'étape en 2017, on voit que l'exploitation du minerai de fer est assujettie à la faiblesse des cours mondiaux, à la demande chinoise sur le marché, qui pratiquement n'achète plus et utilise ces minerais de fer de moins bonne qualité, mais il l'utilise politiquement et économiquement de façon intelligente pour empêcher effectivement les autres qui veulent créer des usines sidérurgiques de pouvoir le créer parce que ce n'est pas rentable. Maintenant, les perspectives pour l'État du Sénégal. À partir de 2017, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Alors, les perspectives pour une réserve de 750 millions, donc voilà. Alors, le Sénégal dit, maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher à financer un projet, mais en cassant le projet en plusieurs points. On revient pratiquement au niveau de Kumba Ressources. Ça veut dire que des gens qui veulent investir sur le minerai, l'extraire, les gens qui veulent investir sur le ferroviaire, les gens qui veulent inscrire sur telle chose, on saucissonne le projet en plusieurs groupes. Trouver des partenaires pour investir sur une période de 20 ans, parce qu'on s'est rendu compte 25 ans, personne ne vient. Et donc, dans ce contexte, il essaye de voir avec les Turcs. Donc, les Turcs répondent aux appels d'offres de la Miferso, donc la Société des mines de fer du Sénégal oriental. Ben, il y a 11 candidats, il y a plusieurs candidats qui viennent, et dont les Turcs. Et les Turcs signent une déclaration d'intention. En fait, ce n'est pas un contrat, c'est une déclaration d'intention. Ce que vous dites là, vous me proposez ça, je vais l'étudier. Si ça me va, je vais le signer avec vous. Mais ça ne m'engage pas, c'est une intention. Il se trouve que quand on a eu cette intention, cette déclaration d'intention du Sénégal, quand elle est sortie, tous les candidats à la dernière présidence de la République, les 11 candidats, se sont levés en disant que c'est trop grave et que si Macky Sall faisait ça, ça serait effectivement un crime contre le peuple sénégalais. Et donc, il n'avait pas le droit de faire ça, etc., etc. Et Macky Sall a reculé. C'était en octobre 2018. Macky Sall n'a pas signé avec les Turcs. Il a attendu que les élections présidentielles se terminent pour pouvoir reprendre les négociations avec les Turcs. Alors, donc, je passe dessus. Les Turcs proposaient un investissement de 850 millions de $. Ils avaient le monopole du fer, etc., etc. Tout ça, on connaît, je passe. Et ils proposaient, ils proposaient à peu près presque 2000 emplois directs, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et là, après les élections, les Turcs reviennent, cette fois-ci, sur la base d'une convention économique spéciale, ce qui est bizarre pour une société étrangère, parce que c'est les sociétés nationales qui ont ce type de convention avec le gouvernement sénégalais. Donc ce gouvernement sénégalais attribue ce titre-là à une société étrangère, dont les Turcs, Tosyali, et ceux-là viennent, ils diminuent le projet, ils sont à peine à 120 millions cette fois-ci, au lieu d'être à 850 millions de $. Et donc, ils sont en baisse de 85% de leur projet de départ. Et en même temps, ils proposent seulement 400 emplois directs au lieu des 1000 prévus. Alors, les questions que l'on peut se poser par rapport à ça, c'est pourquoi donner notre minerai de fer à une entreprise étrangère qui va fabriquer sur place des choses et nous les revendre? Pourquoi nos sociétés nationales n'ont pas droit à cela? Pourquoi on n'ouvrirait pas ça aux structures nationales sénégalaises ou bien mixtes, sénégalaises et étrangères en même temps pour travailler sur cette question? Pourquoi on donne le permis de récupérer tout le fer du Sénégal aux Turcs alors qu'ils ont pour droit d'exploiter qu'une partie de notre minerai de fer? Donc, c'est ce que je disais, pourquoi donner à une entreprise étrangère qui nous revend sa production? Donc, on dit il faut réfléchir sur une autre direction. Il faut essayer de revoir le problème autrement parce que ça fait plus de 80 ans qu'on est baladé. Aucun gouvernement ne l'a réussi. Ça veut dire que la problématique de nos ressources, ce n'est pas une problématique des gens qui nous dirigent seulement. C'est notre problématique aussi. C'est-à-dire nous devons nous accaparer ces questions pour en discuter, influencer les politiques, influencer les gens. Si vous voulez ma voix,
vous qui avez la prétention de diriger le pays, qu'est-ce que vous faites de nos minerais de fer? Si vous me convenez dans votre projet, je vote pour vous. Si vous ne me convenez pas, je ne vote pas pour vous. Mais il n'est pas normal de laisser nos politiques prendre le pouvoir sans aucun engagement et de dire demain, je le mets dans le PSE, le minerai de fer de la Falémé, je vais en faire ce que je vais en faire et vous allez voir ce que vous allez voir. Non, ça ne veut rien dire ça. On veut savoir c'est quoi ton projet, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Et c'est comme ça sur toutes les questions, aussi bien pétrolières, gazières, minières, que nous devons réfléchir pour obliger les politiques à ne plus en faire leur chasse gardée, mais que ce soit une question nationale parce que ces minerais-là, ou bien ces ressources-là nous appartiennent et c'est pour le développement de notre pays. Alors, donc, évidemment, tout cela doit se faire de façon transparente, surtout avec des acteurs compétents. Parce qu'on se rend compte que c'est un problème de compétence. Nos politiques ne sont pas compétents. On a des ressources, ils les vendent comme s'il était au marché de Sandaga. Ils ne comprennent pas le marché mondial, comment ça se passe. Il y a plein de choses qui se passent. Parce que sinon, on ne comprendrait pas que tu donnes à Litos, à 7 millions de dollars, tu lui donnes notre minerai de la Falémé et tu es en train de négocier ailleurs pour pouvoir les jeter un an après et payer 10 fois ce qu'ils t'ont donné. C'est que quelque part, tu ne sais pas négocier. Ce qui s'est arrivé avec ArcelorMittal, un gouvernement qui chasse un autre gouvernement et qui n'utilise pas la démarche de ce gouvernement-là pour obtenir 5 milliards de dollars, mais pour obtenir à peine 150 millions de dollars. Dans un, comment on appelle ça, une discussion gré à gré. Donc, quelles pistes? Alors, les pistes que nous proposons pour sortir de cette situation et en même temps développer notre essor minier. Alors, on va y aller. On fait le point sur les forces et faiblesses actuelles du Sénégal pour l'exploitation de son minerai de fer. Alors, aujourd'hui, on a un port minéralier qui est pratiquement prêt. Je pense que l'année prochaine, on devrait l'avoir. La phase 1 est pratiquement terminée, c'est-à-dire on a une jetée qui part jusqu'à presque 4200 mètres en offshore pour pouvoir récupérer effectivement des bateaux qui peuvent venir et récupérer nos minerais de fer ou récupérer nos phosphates ou autres, etc. Donc c'est pratiquement terminé. Donc c'est un atout. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, on a enfin un port minéralier digne de ce nom sur lequel on a investi 520 millions de dollars. Ensuite, on a la découverte du pétrole et du gaz. C'est-à-dire qu'on ne va plus penser comme il y a 100 ans. Aujourd'hui, en 2014, on sait que le Sénégal a du gaz. Il a du gaz. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gaz? Donc, ce gaz est un élément nouveau qu'il faut rentrer dans la réflexion de termes de l'exploitation de notre minerai de fer notamment. Troisième point, on a de l'espace pour construire une usine sidérurgique. Ce n'est pas ce qui manque au Sénégal. Quatrième point, le prix de la tonne de fer est en hausse. Aujourd'hui, en 2019, il est en hausse. Vous regardez partout, vous tapez sur Google, le prix de la tonne de minerai de fer, on est aux alentours de 80 $ et ça va monter. Ça ne va plus baisser pratiquement, vu les tendances mondiales, jusqu'à 35 $ la tonne, comme on l'a vécu aux années 2008-2009 jusqu'en 2014. Donc voilà le port minéralier de Sendou, en image. Et je pense que l'année prochaine, il est pratiquement prêt. Donc, première chose dans la réflexion, la valorisation de nos ressources passe par leur transformation sur place. Si on ne transforme pas nos ressources sur place, on ne gagnera rien du tout sur nos ressources. On favorisera que les investissements étrangers. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite être d'accord, il n'y a même pas besoin de débattre. La tonne de minerai de fer coûte entre, je vous l'ai dit, 80 et 120 $ la tonne. Si moi, j'ai 750 millions de tonnes de minerai de fer, par un calcul que je vais compenser, etc., pour voir les coûts, je peux dire que ça me donnera ça au maximum. Si je sais que ça me donne telle somme et que je dois construire derrière une usine sidérurgique, je ne pourrai pas, parce que je vais me dire, mais là, ça ne va pas, je vais être en perte, parce que l'usine sidérurgique va me coûter une certaine somme. Le chemin de fer va me coûter une certaine somme. Mais aujourd'hui, moi, j'ai déjà le port minéralier, donc je ne le compte plus. En tant qu'État sénégalais, j'y ai investi, je l'ai. Qu'est-ce qu'il me faut?
Il me faut transformer. Pourquoi il me faut transformer? Quand je vends une tonne de minerai de fer, ça me retourne entre 80 et 120. Quand je vends la tonne d'acier, c'est-à-dire le minerai de fer travaillé pour sortir de l'acier, j'ai 800 $ la tonne. Pourquoi ne faisons-nous pas une usine sidérurgique au Sénégal qui apportera du travail aux Sénégalais, qui donnera des emplois indirects, et en même temps, ce fer-là nous permettra non seulement de le travailler en acier, mais de pouvoir avoir toutes les formes d'acierie dont on a besoin pour notre pays, pour son développement, et on gagne 800 $ la tonne qu'on peut revendre. Alors, pourquoi il faut réfléchir là-dessus? Parce que nous avons du gaz. Pour transformer le minerai de fer en acier, il y a deux façons de le faire. Il y a deux procédés d'obtention du minerai de fer en acier. On a par fusion, et là on a des hauts fourneaux, c'est ce que vous voyez ici pratiquement en Belgique, dans le Nord, etc., etc. Ils ont des aciéries là-bas. Et on a la réduction des oxydes de fer par le gaz. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce nouveau procédé-là qui date depuis 20-25 ans, développé par les Russes et les pays de l'Est. Ce nouveau procédé nous permet non pas de faire fondre le minerai de fer pour obtenir de l'acier, mais de chauffer ce minerai de fer à une certaine température qui demande beaucoup d'énergie, mais comme 1 mètre cube de gaz, ça coûte à peine 1 €, c'est pas là qu'on va perdre de l'argent, c'est pas en utilisant notre gaz qu'on va perdre de l'argent, au contraire, ça nous permet d'avoir de l'énergie, mais en le chauffant au maximum, on enlève l'oxyde de carbone qui est dans le minerai de fer et on obtient notre acier. Non seulement c'est beaucoup plus propre au plan écologique, c'est beaucoup plus rentable, mais en même temps on a le gaz. Mieux, si on réfléchit avec une vision de la sous-région, la Sierra Leone, ils n'ont pas 750 millions de tonnes, eux. Ils ont 15 milliards de tonnes de fer, minerai de fer, 15 milliards. Mais eux, ils n'ont pas de gaz. Et nous, on a du gaz. Qu'est-ce qui nous empêche dans des relations bilatérales de façon win-win, de travailler avec un État comme la Sierra Leone, et au niveau maritime, ils sont à combien de kilomètres de nous? Même pas 500 kilomètres. Et ils vont faire 12 000 kilomètres, 12 000, pour aller transformer ça. Ils n'y gagnent rien, ils y gagnent les malheureux 80 $ qu'ils ont là-dessus, alors qu'on peut leur transformer leur minerai de fer en acier. Donc l'idée c'est quoi? C'est de travailler dans la sous-région, en utilisant nos différentes potentialités, et de faire en sorte que nos minerais, que le coût de la tonne de minerai de fer se discute plus mais en Belgique, mais se discute dans la sous-région au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est nous qui avons les plus gros gisements. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et donc, ce procédé que je vais vous dire, qui est un procédé, bon ça c'est les vieux procédés, donc ça c'est les vieux, je passe, je ne peux pas vous l'expliquer malheureusement, je passe vite. Donc on va dans les procédés qui aujourd'hui, ça s'appelle les procédés de réduction directe sans fusion, qui sont très rentables, pas chers à investir, et en même temps, on peut les construire en différentes tailles, c'est-à-dire une structure comme la Falémé avec 750 millions de tonnes, ça correspond vraiment, parce qu'on n'a pas 15 milliards de tonnes, mais en ayant une petite structure comme ça, à réduction directe, on peut récupérer tout notre minerai de fer là-dedans, le transformer en acier, et de façon très rentable. On a à peu près 145 $ le million de tonnes. 145 $, ça revient au niveau de cette structure de transformation, alors que si on avait utilisé la structure par fusion, ça nous coûte 273 $. Ça, c'est pas moi qui vous donne ces chiffres, c'est des chiffres qui sont validés par tous les constructeurs au niveau de cette dimension. Alors, ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on a du gaz au Sénégal, mais l'ami Ferso, les gens qui s'occupent des mines au Sénégal, personne n'en parle. Pourquoi on n'utilise pas notre gaz pour le transformer, notre minerai de fer? Pourquoi on ne transforme pas ça? Parce que quelque chose qu'on vend à 80 $, on peut le vendre à 800 $ la tonne, et les Sénégalais auront du boulot. On aura à peu près 10 000 emplois, 4 000 emplois directs au niveau de ces structures, ferroviaires, mines, transport, etc. Et toutes les structures aux alentours qui vont vivre de cela, ça nous fera bon an mal an 10 000 emplois. Et ce n'est pas au Sénégal qu'on va dire que 10 000 emplois, on n'en a pas besoin. En plus de ça, le procédé Midrex, c'est un procédé très écologique.
on a 0,65 de TCO2 par tonne de prix réduit, alors que les autres, c'est 1,5 de TCO2. Donc, il n'y a pas photo. Pas inventé. La Chine, la Corée, tous ces pays-là se sont développés parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, nous, on ne fabrique rien. Si on continue comme ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter, nous, notre bois, les Chinois viennent le prendre, ils font des mouchoirs et demain, ils viennent nous les redonner. Et on est les bana dans Dakar à vendre les mouchoirs. Il faut arrêter ça. Les mouchoirs, on va les fabriquer nous-mêmes. Parce qu'on a de quoi les fabriquer. Donc, il faut avoir une mainmise sur nos ressources pour pouvoir fabriquer. Si on ne fabrique pas, on sera toujours dépendant. Donc, premièrement, fabriquer, ça encourage la créativité dans l'exploitation de nos ressources. Et c'est un terreau de solidarité d'intérêt. Je passe, hein. Donc, le patriotisme, il a pour enjeu le transfert du savoir-faire et la volonté de préserver les atouts compétitifs du pays. Pourquoi ? Ça veut dire que tu viens chez moi, tu veux récupérer mes ressources, mais oui, mais tu vas m'apprendre comment tu les récupères. Je veux cette technologie que tu veux utiliser pour récupérer mes ressources. Moi, je veux l'apprendre, je veux l'acquérir. Donc, maîtrise, transfert du savoir-faire. Deuxièmement, je veux préserver les atouts compétitifs. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je veux avoir la main mise sur ce que tu es en train de prendre chez moi. Tu vas gagner de l'argent, c'est normal. Tu viens, tu investis, tu gagnes de l'argent. Je suis tout à fait d'accord. Une structure vient investir au Sénégal, elle gagnera de l'argent. Mais la question c'est, nous, les populations locales qui sont dans la zone, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Avec les terres qu'on va utiliser, avec ceci, avec cela. C'est quoi le projet pour eux, pour les enfants de cette sous-région, pour demain, etc., etc. Donc ça, c'est important pour moi, et ça, on va en discuter. Donc, le patriotisme économique, avec la mobilisation de l'État, les collectivités locales, les entreprises nationales, les différentes composantes de la population, ça va permettre une levée de fonds participative. On parle souvent de la diaspora qui peut investir sur ça ou ça. Évidemment, mais dans ce cas-là, tu ne viens pas en disant « moi, je veux l'argent de la diaspora ». Tu viens dire à la diaspora « voilà, je veux construire une usine sidérurgique dans le système Midrex et ça coûte tant ». Pourquoi ? Parce que l'acier que je vais obtenir, ça va nous permettre de faire ça, ça va donner des emplois. Si vous investissez, ça rapporte de l'argent, vous y gagnerez, vous aurez à le placer. Au lieu de le placer ici dans une banque pour avoir 3, 4, 5% d'intérêt, là-bas, je vous donne 7%, je vous donne ceci, je vous donne cela. C'est ça le patriotisme économique, c'est de participer au développement de son pays à tous les niveaux, chacun effectivement avec sa possibilité. Et donc le patriotisme économique s'inscrit dans une politique d'intelligence économique, parce que c'est défendre nos intérêts, et en même temps, ça stimule l'économie nationale. Donc les exemples de la Chine, etc., je passe, et ça favorise les entreprises nationales et leur production. Et c'est normal, c'est normal. Aujourd'hui, si nous voulons fabriquer des fenêtres, partout au Sénégal, il y a des constructions. Mais partout au Sénégal, on voit nos ports envahis des produits de la Chine. Toutes les fenêtres, toutes les porte-fenêtres, toutes les cloisons viennent de la Chine. Parce que nous ne savons pas les faire. Si aujourd'hui on favorise nos entreprises nationales, certainement que leur prix sera cher au départ par rapport aux produits chinois. Mais les Chinois ont appris, ils ont payé pour apprendre. Et une fois qu'ils ont appris, ils nous envahissent avec leurs produits. Donc on va préserver notre marché national en disant, on va mettre l'accent sur effectivement nos compétiteurs nationaux, on achètera effectivement leurs fenêtres, on achètera leurs porte-fenêtres. C'est du patriotisme économique, même si c'est plus cher, parce que demain, ils sauront en fabriquer plus, meilleure qualité et moins cher. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. Si on continue à acheter qu'à l'étranger, il ne faut pas s'étonner qu'on ne sache pas construire, il ne faut pas s'étonner qu'on ne sache pas produire, et il ne faut pas s'étonner qu'on achète toujours à l'extérieur, et on aura toujours une balance commerciale déficitaire. Donc le patriotisme économique, ça consiste à mobiliser les Sénégalais pour un développement économique en dehors de tout esprit partisan. Donc nous avons un rôle à y jouer pour marquer l'histoire du Sénégal dans son tournant d'industrialisation. Je vous remercie.